Messieurs, dames, rebonjour, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Après une magnifique dégustation de champagne ce matin avec la Maison Ruinart, c'est mon plus grand plaisir de vous présenter la troisième dégustation de la journée, après, bien sûr, les grands vins de Monsieur Chapoutier servis pendant le lunch. Et nous avons le plaisir cet après-midi de déguster un grand vin de Californie, Dominus Estate. La dégustation est présentée par AgroPure. Merci infiniment à notre partenaire donateur, sans qui tout ça ne serait pas possible. Et j'ai l'énorme plaisir d'accueillir pour nous parler de la maison Dominus, Todd Mostero. Bonjour. Todd parle un français absolument extraordinaire, même s'il est californien d'origine, passé beaucoup de temps à Bordeaux et en France. Exact. En fait, je suis né au sud de la Californie. J'ai été formé en architecture. J'étais architecte de formation. Et quand j'avais 24 ans, j'ai goûté un vin qui m'a changé la vie. Et je me suis rendu compte que c'était possible d'étudier la viticulture et l'œnologie. J'ignorais l'existence de ces mots à cette époque-là. Et donc j'ai décidé de faire mes valises et je suis parti en France et à Bordeaux. Alors j'étais un peu arrogant parce que je pensais que je resterais 2 ans en France et je reviendrai à Napa, commencer à faire du vin. Or, je ne parlais pas le français, donc ce n'était pas évident, et je n'avais pas les bases scientifiques. Ils m'ont refusé à la faculté d'œnologie, et donc j'ai fait 1 an de français, et puis j'ai suivi en faisant 2 ans de viticulture et œnologie à Blanquefort, et puis je suis rentré après à faire un diplôme d'œnologie. Alors, après, je pensais repartir et on m'a proposé un travail, en fait, avec Baron Philippe de Rothschild, donc de Mouton Rothschild, et je suis resté en France encore quelques années. Mais ma première expérience, en fait, était avec les établissements Jean-Pierre Moueix, parce que l'histoire de Dominus, en fait, commence en France. Donc, si on peut commencer peut-être le slideshow avec la première image, ça serait bien. Alors, établissement Jean-Pierre Moueix, l'histoire commence en 1930 avec un homme, un grand homme, maintenant c'est un peu un mythe du vin, Jean-Pierre Moueix. Il avait un grand talent. Son talent, qui est rare, c'est de reconnaître les qualités intrinsèques d'un vin. Et donc il a commencé son travail en achetant des vins de la côte de la rive droite, donc Libournais, c'est Pomerol et Saint-Émilion. À l'époque, ce n'était pas très connu et les vins n'étaient pas très valorisés. Donc il achetait des petits vins, il les revendait et avec l'argent qu'il a gagné, il a commencé à acheter des châteaux. Quelques-uns que vous connaissez. Alors, Trotanoy, Château Magdeleine. Alors ça ne marche pas, pardon. J'essaie de changer le... Je ne sais pas si... Voilà. Ah, ben voilà, OK. Et il a acheté ces châteaux qui avaient un potentiel de qualité énorme. Il a eu un fils, son fils qui s'appelle Christian Moueix. Alors Christian Moueix, il a décidé de repartir en Californie, étudier la viticulture et l'œnologie en 68 et 69. Il est tombé amoureux de la vallée de Napa et il a décidé qu'un jour, il allait revenir faire du vin à Napa. Alors, il est revenu en 81. Alors, après être reparti en France, manager en gros établissement Jean-Pierre Moueix avec son père, il a décidé de revenir en 81 et il a interviewé des œnologues
à Napa qui l'admiraient. Andrei Tchelitchov et une vingtaine d'autres, y compris Robert Mondavi. Alors, il a exprimé un peu son rêve, et je vois qu'il y a un petit problème avec le clicker, ça n'avance pas. Donc, bon. Ah voilà, on voit que c'est lent, mais ça arrive. Peut-être qu'il faut que je fasse... Je ne sais pas. Enfin, ça, on va arriver. Alors, il est arrivé, et Robert Mondavi lui a dit, « Je connais un vignoble qui pourrait vous intéresser. Il faut rencontrer Robin Lale et Marky Smith, les deux héritières du vignoble d'Inglenook. » Donc, c'était les filles de John Daniel, qui était le directeur, le président d'Inglenook. On va arriver, hein, ça va changer. Voilà. Plus fort. Plus fort, d'accord. 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 Voilà Christian Mwex. Donc, c'était, vous dites, on l'a mis en contact avec donc, les héritières du vignoble Exactement. Inglenook, et qui est un des plus vieux vignobles. Alors, ce vignoble, devinez, le plus vieux vignoble de Napa. Quand est-ce que c'était planté? Devinez. Quelqu'un? 1800. On a entendu 1930. Alors, 1838. Donc, quand on parle d'un jeune vignoble, en fait, c'est pas aussi jeune que ça. Et en 1838, c'était George Yount, donc le nom Yountville pour ceux qui connaissent Napa, Yountville. Il a planté ce vignoble. Et on va parler un peu plus tard pourquoi il a planté ce vignoble là. Alors, il a rencontré les filles, donc surtout Robin Lale, et ils ont décidé de faire un joint venture. En 82, ils ont signé, ils ont fait le premier vin en 83, donc le premier millésime de Dominus. Alors, quand j'ai rencontré Christian, c'était en France. J'ai travaillé avec l'établissement Jean-Pierre Mwex, c'était ma première expérience, et j'étais absolument impressionné par son côté méticuleux. Beaucoup d'entre vous l'ont rencontré. Vous le connaissez, il est très sensible, mais aussi extrêmement méticuleux. Et avant de venir à Dominus, parce que je suis parti, il est devenu mon mentor, et il m'a guidé à travers ma carrière. Et quand son winemaker est parti de Dominus en 2007, il m'a demandé de le remplacer. Alors, avant de dire oui, j'ai demandé son objectif. J'ai dit, Christian, quel est votre objectif avec Dominus? Il a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Je souhaite faire un vin parfait. Alors, oui, voilà, un vin parfait. Des petites ambitions. Alors, parfait, c'est intéressant. Parce que parfait ne veut pas dire meilleur qu'un autre. Parfait a un côté... On ne peut jamais atteindre la perfection. Donc, en fait, quand on a l'objectif de faire un vin parfait, c'est en fait la poursuite qui est importante. Et de tous les jours travailler sur les petits détails, parce qu'on sait qu'on ne va jamais arriver. Et c'est ça que j'apprends et que j'ai appris avec Christian, c'est à regarder tous les détails et jamais oublier qu'on n'est jamais parfait. Et ça, c'est une belle leçon. Alors, par contre, il faut répondre à la question. Alors, j'appuie fort. Et pourtant, voilà. La grande question, c'est quoi un vin parfait? Donc, il fallait que je définisse pour moi-même le vin parfait. Alors, la perfection. La perfection dépend du contexte. Alors, un vin peut être parfait pendant un repas avec du canard et peut-être pas avec du poisson. Donc, c'est contextuel. Ça le rend fascinant parce que ça dépend du moment et des choix. Alors, le premier choix, la première décision d'un winemaker, c'est quoi? C'est de choisir le vignoble où vous souhaitez faire votre vin. Parce que si le vignoble, si le terroir n'est pas grand, vous ne ferez jamais un grand vin. Donc, Christian a choisi de faire un vin en Californie sur le vignoble de Napanook. C'est très particulier. Vous voyez, il y a 27 parcelles. On fait surtout du Cabernet Sauvignon. Aujourd'hui, c'est planté à 86% à peu près de Cabernet Sauvignon. Et aussi du petit verre d'eau et du Cabernet Franc.
Alors, c'est planté, ça pas sur la plaine et pas sur les collines, mais entre les deux, sur the benchlands. Alors, c'est planté sur un cône de déjection. Alors, on parle beaucoup de alluvial fan, on parle beaucoup, mais personne ne sait ce que c'est, alluvial fan. Cône de déjection, ça s'appelle un code parce que ça a une forme d'un cône, ou alluvial fan, comme un fan en anglais. Et ça vient des eaux qui coulent très rapidement des montagnes. On est au pied des Mayacamas Mountains in Napa. Et l'eau apporte le gravier, le silt, le limon et des argiles. Et quand l'eau rencontre la plaine, dépositées ou sédimentées en premier sont les pierres et les graviers. En deuxième, la rivière coule et ça dépose des limons. Et plus tard, donc, sur le bout du fan, c'est des argiles. C'est aussi plus profond à l'apex, donc c'est-à-dire à la pointe du fan, c'est plus profond. On peut parler de 10 mètres de sol déposé. Or, sur l'edge du fan, c'est plutôt 1 mètre. Donc c'est très différent, avec une composition très différente. Alors, qu'est-ce qui est magique un peu avec ces sols et pourquoi est-ce que c'est là où on fait les grands vins, on va dire? C'est parce qu'il ne pleut pas pendant l'été. Donc, comment est-ce qu'on fait? Parce que la fondation de notre méthode viticole, c'est le manque d'irrigation. On n'irrigue pas. Or, il y a beaucoup de gens qui irriguent à Napa. Il fait très sec. Alors, il pleut pendant l'hiver. L'eau est absorbée par la montagne. L'eau descend. Ça rencontre, donc, sous la couche dépositée, il y a une couche très compacte, impénétrable, même par l'eau. Donc l'eau descend par l'éponge qui est la montagne, ça rencontre le hard pan, et puis il y a un flux vers le centre de la vallée. Donc il y a un flux des sources souterraines qui nous donnent de l'eau pendant l'été. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que beaucoup de gens pensent, on voit Napa, on se promène à Napa, puis on dit, ouais, c'est une espèce c'est dans la vallée, c'est le valley floor. Hein? On est à Napa, puis on se dit, bon, mais c'est plat, le vignoble, alors qu'on apprend toujours que les meilleurs vignobles sont en coteaux, mais c'est très, très décevant, en fait. Il y a, justement, il y a une inclinaison beaucoup plus importante qu'on ne le croit, et il n'y a pas de stagnation de l'eau là où les vignobles sont implantés. Tout à fait. Il y a entre 4 et 5% de pente sur ce vignoble. Donc, vous voyez, à gauche, c'est à l'ouest, n'est-ce pas? Ça, c'est la montagne. Et puis, la route, le 29, pour vous qui connaissez. Donc, à droite, c'est le 29. Donc, ça, c'est à l'est. Et entre le point le plus à l'est et le point le plus à l'ouest, il y a 25 mètres. Donc, c'est quand même une bonne petite pente. 25 mètres de dénivelé, hein, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et on est évidemment dans un tout autre monde. Hein, en Californie, vous parliez de la sécheresse. Là, vous me dites les 2 derniers millésimes, il n'y a pas plu de l'été. Pas plu de l'été. Il ne pleut presque jamais en été. Mais il n'a pas plu non plus en hiver. Enfin, ou très peu. Or, on a ces sources souterraines qui arrivent. Et aussi, on a une humidité assez importante. On avait, cette année, en 2014 par exemple, les vignes étaient totalement vertes jusqu'au vendange. Donc, on n'a pas besoin d'irriguer. Et on va parler un peu plus tard pourquoi. Ouais. Mais il n'y a pas de règle absolue. Hein. On se dit toujours, hein, on pense que les vignobles en flanc de montagne, c'est ce qu'il y a de mieux, mais pas dans la région de Napa, justement, où la sécheresse est un problème majeur et qu'en flanc de montagne, il n'y a aucune retenue d'eau. Donc, quand on plante des vignobles en flanc de montagne à Napa, on est obligé d'irriguer. Et on en reparlera, mais une des grandes convictions de M. Mouek, c'est justement que pour produire des grands vins, il faut les faire sans irrigation. Hein? Exact. Alors, revenons à la perfection. Alors, j'ai passé beaucoup d'années à essayer de comprendre la perfection dans un vin. Qu'est-ce qui est un vin parfait? Alors, vous pouvez maintenant noter, parce que ça c'est le travail de plusieurs années, il y a 4 critères pour la perfection. Un vin doit être parfaitement pur, parfaitement complexe, parfaitement équilibré, et il y a un dernier dont je vais parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un
la pureté pour un vin. Alors, la définition du vin, c'est quoi? C'est une boisson faite à partir du jus de raisin fermenté. C'est très simple. Alors, le vin, c'est une des boissons les plus pures du monde. Donc, la première chose qu'il faut respecter, c'est qu'il faut utiliser que des raisins. Il ne faut pas acidifier, il ne faut pas tanniser, il ne faut pas rajouter du bois, donc faire un excès de boisé. Mais il faut considérer que le vin étant fait à partir des baies de raisin, chaque baie doit être parfaite. Comment est-ce qu'on fait? Alors déjà, il faut récolter à la perfection, donc à la maturité parfaite. Mais il faut que chaque grain soit parfait. Donc, je vais vous donner un exemple. On rince les raisins. Alors, à travers l'été qui est très sec, on a de la poussière qui se pose sur les grains. Donc, si vous avez déjà visité la Californie, vous l'avez constaté. Pour rafraîchir, on passe à rincer toutes les raisins, toutes les baies. Et on le fait ici, vous voyez l'image. On passe avec une sorte de jet d'eau et on rince toutes les baies en essayant, parce que sinon on a la poussière qui rentre dans la cuve et puis on fermente avec la poussière. Après, il y a un autre moyen, c'est... Voilà. Alors, depuis 2009, et ça, il y a peu de révolutions dans le vin, mais il y a de temps en temps la technologie qui permet de faire des révolutions. Et certaines années, c'est nécessaire. Alors, on fait un tri optique, une sélection optique. Je vais vous décrire comment ça se passe. Alors, ces baies que vous voyez sur l'écran, c'est des baies après éraflage. Donc, on a enlevé la rafle. Et les baies vont après passer sur un tapis roulant qui roule à grande vitesse, 55 miles per hour, plus ou moins. Et la raison pourquoi c'est tellement vite, c'est pour séparer les baies. Parce qu'après le tapis, les baies sont projetées et filmées d'en haut, et chaque baie est vue, et selon la couleur, la taille, la texture, c'est soit accepté ou éliminé. Donc on peut choisir chaque baie. Parce que la pureté, c'est aussi ne pas avoir de contamination de quoi que ce soit, même des bouts de feuilles ou des bouts de rafle. La complexité. Alors, d'où vient la complexité? Alors, on peut penser que la complexité vient d'une façon de rajouter des choses. Et donc, on a beaucoup de choses. Il y a certains winemakers qui vont dire « Ah bien, je ramasse une parcelle plus tôt, donc pour me donner un peu de pas très mûr, et d'autres parcelles un peu trop mûres, et puis je mets tout ensemble, et peut-être j'aurai un peu de parfaitement mûr, et ça ferait la complexité. » Ce n'est pas ça, la complexité. Je vais vous donner peut-être un exemple d'un fruit, une pêche. Parce qu'il y a peu de personnes qui ont l'expérience du fruit mûr, enfin des raisins. Alors, la pêche. Une pêche qui n'est pas tout à fait mûre, c'est un peu acide, ça a un goût de pêche, mais c'est un peu court, c'est pas très complexe. Et puis, une pêche surmûrie, c'est un peu de confiture, ça peut être plaisant, c'est sucré, mais ça tombe aussi. Ça ne dure pas dans le temps, et c'est certainement pas complexe. Alors, une pêche, vous l'avez goûtée, peut-être pas très souvent. Une pêche qui est croquant et qui rentre dans la bouche, ça vous sollicite la salive et ça vous donne envie. Et ça commence à croître dans la bouche. Et on peut parler d'abricots, de fleurs, de miel, de plein d'arômes différents. Et puis après, ça disparaît peu à peu, et puis ça revient sur les lèvres quelques minutes après. Ça, c'est la complexité. C'est la danse du vin. Un vin complexe rentre, ça explose, ça fait quelque chose d'intéressant, ça vous attire, et puis ça disparaît, peut-être ça revient. Et cette complexité, on peut l'avoir seulement si on ramasse parfaitement mûr. Alors, cette fenêtre de maturité dure très peu de temps, quelques heures parfois, une demi-journée. La seule façon de le reconnaître, c'est de déguster en permanence les baies.
Donc on goûte tous les jours, parfois 2 fois par jour si on est proche. Et quand on arrive à ce moment magique, quand les choses explosent, on récolte et on capture cette complexité. On peut peut-être vous interrompre juste 2 secondes pour peut-être commencer le service du premier vin, comme on en a 6 à déguster. Très bien. L'équilibre. Alors, l'équilibre. L'équilibre dans les vins, l'équilibre simple, c'est l'alcool, les tanins, l'acide, et rien ne sort. Ça, c'est très simple. L'équilibre qu'on cherche, c'est une harmonie totale où tout rentre en ordre, tout est sphérique presque. Alors, on ne peut pas avoir des raisins équilibrés sans avoir des vignes équilibrées. Et des vignes équilibrées ne peuvent pas être équilibrées s'ils ne sont pas enracinés profondément. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez toujours eu, vous avez tous eu, j'imagine, une relation peut-être un peu malsaine, peut-être avec votre mère, peut-être avec votre épouse ou votre époux, où on vous donne plein d'amour et puis on le retire. Et puis on vous donne plein d'amour et puis on le retire. Et après 2-3 fois de ça, on devient un peu déséquilibré. On ne se sent pas très bien, surtout si on adore cette personne qui vous fait ça. Et la vigne, c'est exactement pareil. La vigne a besoin d'un peu d'amour tout au long de sa vie. Et la seule façon d'avoir ça, donc l'amour, c'est l'eau pour la vigne, l'eau qui libère les minéraux du sol. La seule façon, c'est d'avoir les racines profondes et pas d'irrigation. Si on a de l'irrigation, les racines sont formées en haut, et en surface, merci. Et lorsqu'il fait chaud, donc sec, ça sèche, donc il faut rajouter de l'eau, donc de l'amour, et puis on le retire parce que ça sèche, et puis on redonne. Et ça, c'est pas bien, les vignes détestent ça. La seule façon, c'est de les encourager d'aller profondément. Ici, sur la photo, vous voyez, on est en train de travailler sur le rang, on passe le French plow, et on coupe des racines superficielles. Cet exemple, c'est sur des jeunes vignes, en fait. Et on force les racines d'aller profondément. Et comme ça, on peut avoir de l'équilibre. On essaie d'atteindre une sphère. Alors, j'appuie fortement, et pourtant. Alors, le dernier critère, si on a pureté, complexité et équilibre, c'est caractère. Un vin doit avoir une personnalité qu'on reconnaît et qu'on ne peut pas confondre avec un autre. Alors, la personnalité de Dominus, vous allez le découvrir. Mais c'est un peu comme le bâtiment. Alors, le bâtiment a été dessiné par Herzog de Meuron en 1997. Alors, ils n'étaient pas connus, ces architectes, à l'époque. Ils sont devenus très, très connus maintenant. Mais de loin, Dominus paraît un peu opaque, solide. Et au fur et à mesure qu'on le goûte, dans le temps, quand on le vieillit, il devient de plus en plus transparent, comme une lumière. Et vous allez voir sur une autre image un peu plus tard, le bâtiment s'ouvre. Ça paraît très solide. C'est des pierres, c'est fait de pierres, des gabions. Donc, des cages en métal remplies de pierres, c'est la peau du bâtiment. Et c'est fait pour l'isolation thermique du bâtiment, et c'est très, très beau. C'est aussi pour le cacher un peu dans le terrain. Donc, le premier vin qu'on vous sert, c'est le Napanook. Le Napanook, lui, vous avez dit pour le Dominus, le premier millésime, c'est de 1983. Le Napanook, lui, a été produit pour la première fois en quelle année? En 1996. Et est-ce que c'est ce qu'on appelle véritablement un deuxième vin, un vin qui est fait avec les vignes plus jeunes? Alors, c'est drôle. C'est la simple réponse, c'est oui, c'est fait avec des vignes plus jeunes, mais ce n'est pas exactement ça. Nous avons des vignes formées en lyre. Donc, on a 2 côtés. On a un côté, si on est planté surtout est-ouest, on a un côté sud et un côté nord. Alors, le côté sud reçoit plus de soleil. Donc, on récolte le sud 3 à 5 jours pour atteindre cette maturité parfaite, 3 à 5 jours avant le côté nord. Donc, c'est à la fois pour capter la maturité parfaite, mais aussi parce qu'il a un style différent. Il a un style un peu plus
plus expressif, peut-être quand c'est jeune, un peu moins tannique, plus fruits rouges. Côté nord, c'est un peu plus fruits noirs, un peu plus mystérieux, un peu plus austère, et ça fait plus Dominus. Donc souvent, la différence entre Napanook, ce n'est pas des blocs, mais le même parcelle, côté sun et côté shade. La même vigne. La même vigne Ouais. même. Souvent. Et on parle de combien de temps de différence de maturité entre un Donc côté et entre l'autre? 3 et 5 jours, Ouais. et c'est souvent ça. Et ça nous arrive aussi de vendanger le même jour, mais les deux côtés. Ça dépend du millésime. Dans un millésime où ça mérite, où c'est mûr le même jour, on fait comme ça. Il y a aussi quand le vignoble avait été acheté, l'encépagement a changé un peu au fil des ans. On a réalisé qu'il y a des choses qui marchaient mieux que d'autres. Tout à fait. Quand Christian a commencé en 81, le vignoble était planté à 25% de Merlot. On avait peut-être 65% de Cabernet Sauvignon. Et le Merlot ne marche pas tellement bien. Il fait trop chaud à notre goût pour faire un très bon Merlot complexe. Donc on l'a éliminé peu à peu. Et aujourd'hui, on a 86% de Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc et petit verre d'eau qui reste. Et ça aussi, ça devait être tout un apprentissage parce que M. Moix, évidemment, a grandi avec le Merlot. Mais c'est Monsieur Merlot, en fait. Il est connu pour ça. Et donc, il s'y connaît. Il a essayé pendant des années et on n'a pas réussi. Donc, voilà. Depuis, c'est intéressant parce qu'on va goûter le dernier Dominus qui a du Merlot, qui est le 2002. Dans très peu de temps. Alors, le millésime 2010, c'est fascinant comme étude. Pour moi, c'était le pire millésime que j'ai jamais vu de ma carrière. Pourquoi pire? Il a fait froid, mais on pensait vraiment faire un vin pas mûr. Et puis, le 24 août, il a fait 107 degrés Fahrenheit. 107, c'est quand même chaud. Et donc, vous pouvez imaginer, les côtés ensoleillés, on a grillé. On a perdu 60% de notre Cabernet Franc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Cabernet Franc dans cet assemblage. On a perdu 30% de petits verres d'eau. Et puis, le tri qu'on a fait, le tri optique que j'ai décrit, c'était très nécessaire parce qu'on a enlevé toutes les baies desséchées parce qu'on avait un côté de la grappe qui était brûlé, un côté qui était bon. Et donc, pour séparer, on ne peut pas le faire. Pratiquement pas. On ne peut pas faire ça à la main. Donc c'était nécessaire et ça nous a permis de réduire les alcools qui ont été énormes à cause de cette concentration artificielle par la déshydratation. Donc très difficile. Intéressant parce que Napanook a profité de beaucoup de l'eau qui serait normalement Dominus. Alors on a en gros 40 lots. Après avoir fait les 27 blocs, mais séparés, chez des Sun, etc., nord-sud, on a 40 lots. Alors, des 40, sont rentrés 6 dans Dominus, très très peu, et beaucoup de bons lots dans le Napanook. Donc un bon achat, le Napanook 2010. Ouais. À vous de juger. Alors, 98 Cabernet Sauvignon et 2% petit verre d'eau, rare, parce qu'il n'y a pas de Cabernet Franc. Et normalement, pas autant de Cabernet Sauvignon. Et c'était donc 2010, puis 2011 ensuite aussi par la suite. Aussi une année très fraîche. Hein? Alors, on va juste dire, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Napanook de 2009 parce que l'année était presque parfaite, enfin idéale pour la viticulture et pour l'énologie. Les raisins étaient bien, c'était abondant, mais très complet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un millésime parfait à Napa? C'est sans excès. C'est sans excès de froid et sans excès de chaud. C'est des températures. Les bonnes températures sont des températures au-dessus de 100 degrés, je dirais. Alors, 2011. Juste pour faire le lien avec 2010, parce que ça a été... Tout à fait. Très marquant, alors, très intéressant. Donc, on parle de 2010 en disant que c'est un millésime froid. Tout le monde le dit. C'était froid et puis chaud. Alors, 2011, c'était froid. C'était froid, et puis il a plu avant les vendanges, ce qui est très rare. On a vendangé, on a vraiment commencé le 10 octobre, qui est un tout petit peu tard,
Et il a plu le 3, 4 et 5 octobre. 2,5 inches, ce qui est quand même pas rien. Et voilà. Et après, il n'a pas séché. On a commencé à avoir un peu de brouillard le matin, qui est très typique à Napa. Mais pour la première fois en Californie, on a une menace de botrytis. Et ce qui n'arrive que très rarement. Et même s'il n'y avait pas de déclaration de botrytis, il fallait récolter juste au moment où on atteignait la meilleure expression sans aller trop loin et avoir le fruit qui commence à se détériorer. Donc, c'est très intéressant, Napa Nook 2009 et Dominus 2011 à côté, qui est le prochain vin. 2009, déjà, on sent qu'il y a une concentration, hein, il y a une trame tannique qui est pas mal plus imposante que dans le 2010. Exactement. Alors, les quantités de tanin doivent être très proches de 2010, mais en fait, la qualité était meilleure en 2009, à mon avis. Alors, 2010 ça a été très reconnu, hein, à la fois, je crois, sur Napa Nook et Dominus. J'ai une préférence pour le 2009, je le trouve plus soyeux. Et pourtant, en même temps, on a l'impression qu'il va probablement tenir plus longtemps, non? Je crois. Ouais. Il y a plus de fraîcheur, je crois, dans le 2009. C'est ce qui est surprenant. J'ai bien hâte de goûter les Dominus, mais déjà sur le Napa Nook, on a cette sensation de... je suis pas certaine qu'à l'aveugle, on est tout de suite, immédiatement, dans ce qu'on imagine comme le nouveau monde, hein? Il y a une espèce d'austérité, de retenue dans ces vins. Il n'y a pas le côté exubérant du fruit. On parlait tout à l'heure parce que tant vous parlait de la pureté du fruit, de l'importance de cueillir, que le vigneron doit goûter ses raisins pour savoir justement, oui, cette fenêtre optimale de maturité que vous disiez peut être de quelques jours à peine. Et pourtant, on a tellement de vins qu'on a l'impression qu'ils sont surfaits. Moi, je vous avouerai très franchement être un petit peu excédée par tout le discours qu'on a eu dans les dernières années dans le Nouveau Monde au sujet des maturités phénoliques. Hein? Et je disais à Todd tout à l'heure, j'ai l'impression pour moi que c'est comme une excuse pour expliquer ces excès de surmaturité. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler de ça. Oui, non, mais on parle de maturité phénolique, et on prend la décision que sur la maturité phénolique. Il y a quelques années, on prenait la décision de la vendange sur les Brix ou la quantité de sucre. Alors, de rester sur ces critères qui sont totalement... qui n'ont rien à voir avec la maturité réelle, c'est l'équilibre de tous les éléments qui est important. Et la seule façon de le juger, c'est pas avec des analyses, c'est en le goûtant. C'est comme le vin. Vous n'allez pas demander une analyse du vin à table pour savoir si vous aimez ou pas. Vous allez le goûter. Et c'est exactement avec le fruit. Il faut que ça, voilà. Donc, et je disais aussi tout à l'heure que je pense que c'est une excuse pour être... enfin, paresseux dans le mauvais sens, hein, M. Chapoutier, c'est de dire je vais faire confiance aux analyses et pas à mon palais. Et parce que ça demande énormément pour déguster, hein, vous le savez plus que tous, que de goûter et d'être attentif et de faire confiance à votre palais, c'est extrêmement fatigant. Et c'est peut-être le travail le plus difficile. À la fois, c'est un plaisir et c'est très dur, hein, de marcher le vignoble et de goûter des rangs après rang après rang. Physiquement, c'est fatigant. Mais c'est là où le travail est fait. Vous dites que le terroir où vous êtes à Yountville? Oui. On dit comment? Yountville. Que ça s'est avéré un peu trop chaud pour le Merlot. Mais pourtant, on est sur des vins qui ont... On n'a pas l'impression d'être sur un terroir chaud. Non, effectivement. Alors, Yountville, c'est un peu spécial. Vous connaissez un peu la géographie de la Napa Valley. Yountville, c'est dans le sud de la Napa. Donc, on a plus d'influence de la baie de San Pablo qui nous donne les matinées fraîches. Et c'est critique parce que... Alors, c'est très intéressant. On prend des mesures très précises de la température tous les jours. Alors, lorsqu'on est à 98 Fahrenheit
à Yonville. À Oakville, on peut être à 101. Alors, 3 degrés, ce n'est pas énorme, mais c'est énorme. À partir de 99, 100 degrés, on dépasse et on peut griller. Et on aime bien la fraîcheur. Et c'est pour ça, on ne veut pas faire du merlot qui est cuit ou surmûri. On veut maintenir la fraîcheur. Et le Cabernet Sauvignon, qui a été démontré en 2010, il résiste très bien à la chaleur qu'on a souvent. Je ne vais pas dire tous les ans, mais souvent, c'est pic. Donc, voilà. Ce n'est pas le style que nous aimons. Hein. On aime bien la fraîcheur. Donc, les 2 prochains vins qui vous ont déjà été servis, on passe sur le Dominus, donc le grand vin, millésime 2011 et 2006. Pour commencer, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu on a parlé tout à l'heure, M. Chapoutier faisait allusion aux levures indigènes. Je sais qu'un des chevals de bataille de M. Mouek, c'est l'irrigation. Ah. Et pour lui, c'est une des composantes majeures de ce qui fait un vin de terroir, c'est de ne pas irriguer. Exactement. Ça s'appelle en anglais, à Napa, dry farming. Alors c'est intéressant, ce n'est pas de dire je vais fermer le robinet et je ne mets pas de l'eau, même si on ne met pas d'eau. C'est actif en fait. Alors, comment ça peut être actif de ne pas irriguer? Alors, le dry farming, c'est en fait de maximiser l'accès à l'eau naturelle des sols pour les vignes. Et comment est-ce qu'on le fait? Alors, on le fait en travaillant les sols à certaines époques, en plantant des cover crops, des enherbements appropriés. Alors, comment ça marche? Alors, pour forcer les racines en profondeur, on plante les cover crops qui ont une concurrence avec la vigne pour les forcer à chercher leur eau en profondeur, premièrement. Et puis, j'ai une question à vous poser. Vous avez un printemps sec et vous voulez garder le maximum d'eau que possible dans les sols. Est-ce que vous travaillez les sols, c'est-à-dire est-ce que vous passez les disques à passer les charrues, ou est-ce que vous laissez les sols nus? Enfin, dans notre terrain. C'est peut-être parce qu'il y a des réponses dans un loam, ce qui est argile, enfin une combinaison d'argile et de limon avec pas mal d'humus. Qu'est-ce que vous feriez? Vous travaillez les sols ou vous les laissez tranquilles pour maximiser l'eau? C'est intéressant, hein? Tranquille. Qui dit tranquille? Ah, c'est la plupart des gens. Enfin, qui dit ils travaillent, les sols? OK, c'est moins de gens. Alors, instinctivement, on dit on va laisser tranquille parce qu'on ne veut pas faire évaporer les... Hein? N'est-ce pas? Vous allez dire quoi? J'hésite encore. OK. Alors, je vais vous dire, on travaille les sols. Pourquoi? On travaille les sols parce que en travaillant les sols, comment est-ce que l'eau des sols est évaporée? C'est par capillarité. Et par capillarité, ça monte et puis ça évapore. En coupant la capillarité, on fait une couche, c'est un peu une couche de mulch de sol, de terre, et ça garde l'humidité dans les sols. Et donc, en travaillant les sols ou pas, on peut faire évaporer aussi de l'eau dans une année plus humide. Par exemple, une année 2010, par exemple, on avait beaucoup d'eau au printemps. On ne touche pas pour laisser évaporer. Et puis, on laissait aussi pousser l'enherbement pour bien absorber l'eau. Donc, la non-irrigation, c'est en fait très actif et ça dépend de l'observation et de la réaction par rapport aux conditions. Voilà. Donc, le 2011, dont vous nous avez parlé un petit peu, et le 2006, conditions 2006. Du millésime? Oui, fascinant. Donc, 2006, classique d'une grande année. Très, très chaud, même les températures au-dessus de 100, en été, avant la véraison. Ça, c'est clé. Après véraison, les baies vont brûler parce qu'ils sont noirs, ils deviennent plus sensibles. Avant véraison, les baies sont vertes et c'est un peu comme des feuilles. La chaleur les gêne moins. Donc, grosse chaleur au mois de juillet,
Et puis après, c'est devenu assez frais au mois d'août et de septembre. Et donc, on a une maturation lente et ça paraît idéal. Donc, chaud avant et frais après. Et donc, on a un millésime qu'on aime beaucoup. Enfin, c'est un des millésimes préférés personnels. Et qui est encore très jeune au niveau gustatif. Hein? C'est un vin qui a énormément d'années de garde encore devant lui. Et en même temps, on considère après 10 ans pour le Dominus, il commence à s'ouvrir. Vous voyez des notes florales, des notes de rose. Ça devient un peu plus expressif que le vin à côté de 2011 qui vraiment voilà, a besoin de temps. Quand on parle on fait référence à Napa, il y a souvent cette espèce de minéralité poussiéreuse, caillouteuse. Est-ce que c'est quelque chose... j'ai l'impression souvent que ça c'est caché justement par les excès de fruits, les excès de maturité. On le sent bien présent, là. Il y a cette trame tannique, il y a la fraîcheur du fruit, justement, qui n'est pas confituré. Mais on dirait justement que du coup, ça permet une meilleure expression de est-ce que c'est en effet la minéralité, mais ce côté-là un peu rocailleux, un peu caillouteux qu'on retrouve dans les vins. Totalement. Alors, quand je parlais de pureté, enfin, la pureté, on peut le voir comme une fenêtre, une vitre. Il faut que ça soit totalement propre pour que vous voyez le terrain ou ce que vous regardez à travers, par la fenêtre. Et si ce n'est pas totalement propre, on voit la fenêtre. Il ne faut pas voir la fenêtre. Donc ça, c'est une fenêtre. À travers, on voit les sols et on sent les sols, les minéraux dont M. Chapoutier a parlé tellement bien tout à l'heure. Mais on peut avoir ça seulement si on ne fait pas d'excès de maturation, si les racines sont profondes et si on n'a pas trop d'éléments qui viennent s'ajouter. Par exemple, excès d'extraction. Alors, il y a toujours, je pense, une mode d'extraire trop. On garde les peaux en contact avec le liquide pendant 18 à 20 jours au Dominus. Au lieu de 30, 35, 40 jours qu'on voit souvent peut-être trop. Ce qui fait une combinaison allant d'excès de maturité et de dureté. Et puis de tanins qui sont déjà surmûris, donc on a quelque chose de plat, et puis ça fait un voile sur ce qu'on doit sentir, ce qui sont les choses les plus subtiles. On n'a pas du tout parlé d'élevage, ou très peu. Là aussi, il y a... j'aime bien quand vous parlez de perfection, c'est pas... évidemment, comme vous dites, c'est la quête de la perfection qui est intéressante, mais il semble n'y avoir aucun excès. Hein, justement, ni au niveau de la maturité du fruit, mais le boisé aussi. Quelles sont quelle est la philosophie de Dominus là, au niveau des élevages? Voilà. Alors, l'élevage, c'est en fût français, c'est des fûts bordelais. On utilise du bois français aussi parce qu'on trouve le bois américain un peu trop épicé, donc un peu trop fort pour la subtilité qu'on cherche. Donc, c'est des fûts français. On utilise surtout du Taransos, Gamboro et Demptos. Alors, on n'utilise que 40% de fûts neufs pour Dominus et peut-être plutôt 20% pour Napanook. Donc on essaie de réduire la quantité de bois neuf parce qu'on souhaite sentir le fruit et les subtilités du fruit au lieu de sentir du bois. Voilà. J'arrête pas de retourner au 2011 que j'aime beaucoup. Je ne sais pas quelle est si vous pouvez nous dire la proportion de l'assemblage. Moi, j'aime beaucoup le Cabernet Franc. Je me plante peut-être complètement. Mais dans le 2011... Ça me fait plaisir parce qu'on a un peu un inferiority complex avec le 2011
parce que ça a été cassé par la presse comme c'est pas possible. Ah, ben ouais, mais il y a beaucoup de presse qui n'aime pas le Cabernet Franc. Alors, 2011, c'est le 2011. Ouais. Alors, 86% de Cabernet Sauvignon, 9% de Petit Verdot et 5% de Cabernet Franc. Donc, il a tous les trois variétés. Alors, le Petit Verdot, ça vaut la peine de s'arrêter un moment sur le Petit Verdot. 9%, c'est beaucoup. Alors, on l'utilise vraiment comme du poivre sur un steak. Il ne faut pas sentir le Petit Verdot. Le Petit Verdot, c'est un exhausteur de goût. Ça fait amplifier les qualités des autres cépages. Donc si on met trop, c'est vraiment un peu plat et c'est un peu lourd. Mais c'est magique. Alors, le Cabernet Franc, vous avez le Cabernet Sauvignon, qui est vraiment le backbone, le vertèbre du vin. Le Cabernet Franc est aussi pointilleux, anguleux, je ne sais pas ce qui est le mot, mais c'est un peu comme ça. Quand ils sont ensemble, ça fait des tanins polichés incroyables. Donc c'est vraiment la complémentarité qui fait l'important dans l'assemblage. Donc le Cabernet Franc, c'est pour ça que de 2010, c'était tellement difficile. On n'avait pas de Cabernet Franc pour faire policher les Cabernet Sauvignon. Ouais. Et dans le 2006, l'assemblage, c'est? Alors, 2006, je l'ai noté parce qu'on ne fait pas attention souvent. 91 de Cabernet Sauvignon, 6% de Cabernet Franc et 3% de Petit Verdot. Alors, 3 à 5% de Petit Verdot, c'est plus normal dans un grand millésime, parce qu'on n'a pas besoin autant. Donc, on nous a servi, ou on est en train de vous servir les deux derniers, le 2002 et le 91. C'est surprenant comment je m'arrête pour regarder les couleurs, c'est vraiment du 91. Les couleurs sont encore très présentes. Alors, j'étais en train de regarder. Le 2002, ça se démarque parce que c'est le seul vin sur votre table qui a du Merlot. Même le 91 n'avait pas de Merlot. Je l'explique. Depuis quand est-ce que le Merlot n'est systématiquement plus dans l'assemblage? Alors, 2002 est le dernier millésime de Dominus, où on a du Merlot, mais on a arraché tout le Merlot du domaine en 2010, après les vendanges 2010. Donc, on a 6 rangées, donc ça fait 0,2% du vignoble. C'est pour garder le génétique, en fait, le tracé génétique, mais on n'utilise plus dans les assemblages. Et une autre chose dont on n'a pas parlé, on a parlé du fait du dry farming, hein, vous teniez vraiment à ne pas irriguer, et des élevages, donc une utilisation du bois neuf assez restreinte, mais aussi un refus total de l'acidification. Acidification, tannisage, tous les rajouts qui vont venir s'accrocher au vin, tout ça, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que nous avons toutes les qualités dans les raisins et on n'a pas besoin de les chercher ailleurs. Il faut éviter d'avoir des inferiority complexes et essayer de couvrir des choses qui sont naturelles. On croit que la plus grande qualité d'un vin, c'est l'honnêteté et la transparence. Et de ne pas sentir qu'on doit être quelque chose qu'on ne l'est pas. Voilà. D'ailleurs, ça ne marche toujours pas, cette chose. Ah, mais voilà. Ah, on y va. Voilà. Je vous parlais de transparence. Vous voyez le bâtiment qui, de loin, paraît très opaque. Ça ne l'est pas du tout. Et en fin de journée, donc on est en train de regarder par l'ouest, lumière, donc le soleil vient à travers les pierres et ça fait des mosaïques par terre. Et c'est très lumineux, c'est comme des étincelles. Et c'est ça que, dans un grand millésime, on souhaite avoir dans le vin, c'est rencontrer ces étincelles. Et on n'arrive pas tout le temps, mais peut-être une ou deux fois dans une vie, on a de la chance. Donc c'est magique. Vous voyez, le bâtiment est magique.
Alors, 91, on peut parler de 91. On y est déjà? Oui. Alors, c'est très spécial. J'aime bien le 91 parce qu'on n'aime pas parler des cépages, des assemblages. Ça nous importe peu. Par contre, en 91, c'est intéressant parce qu'on a 19% de Cabernet Franc. Donc, pour les défendeurs de Cabernet Franc, je pense qu'il y en a quelques-uns, 19%, c'est beaucoup et on le sent. Souvent, on dit qu'on le sent, on ne le sent pas. Mais là, on le sent vraiment. Donc, 80% de Cabernet Sauvignon, 19% de Cabernet Franc et un poil de petits verres d'eau. Pas de Merlot. Non. Oui. De Pétrus. D'accord. Mais juste intervenir très rapidement, mais je crois que Todd a mentionné à plusieurs reprises Christian Mouix. Oui, pardon. Ça reste son mentor. Alors, je vais vous répondre, c'est intéressant comme question. Comment est-ce qu'on peut parler de Dominus sans parler de Pétrus? Et je vais vous dire, Dominus était, et peut-être est toujours, un secret. C'est-à-dire, Christian ne parle pas de Dominus en France, presque pas. Parce que c'était son domaine privé qu'il a élaboré de lui-même. Pétrus, c'est de son père. Et il le dit très franchement, établissement Jean-Pierre Moueix, c'est le nom de son père. Et Christian voulait faire quelque chose pour lui. Et Dominus a toujours été son domaine un peu privé, personnel, où il prend un plaisir fou. Donc, je me sens très chanceux de pouvoir accompagner Christian dans son aventure, on va dire, californienne, parce que c'est un monde qui ne le montre pas, je crois, en France. Donc, c'est parce que, dans un sens, ils n'ont rien à voir. Pétrus, sans doute, a servi de référence pour Christian. La référence dont je parlais, quand on essaie d'imaginer un vin parfait, on ne peut pas imaginer si on n'a jamais goûté un vin presque parfait. Un vin ne sera jamais parfait, mais presque parfait. Et sans doute, Christian me parle de certains millésimes, de 47, de 75, de 89, de 90. Il me parle des Pétrus, de ces millésimes-là. En tant que référence, et si je ne l'avais jamais goûté, ces millésimes, je ne saurais pas ce qu'il veut dire. Et donc, pour ça, Pétrus est fondamental, quelque part, dans l'histoire de Dominus, en tant que référence. Mais plus que ça, il y a des conditions. Enfin, je vais vous donner un exemple. Alors, en France, on va planter nord-sud, orientation. Vous ne pensez pas à l'orientation de vigne quand vous goûtez les vins, mais c'est absolument essentiel. On plante nord-sud pour capter, enfin certains vignobles, hein, pas partout, mais nord-sud pour capter le maximum de soleil. On veut éviter le soleil au maximum à Napa. On veut avoir une couverture, des petits parasols pour les raisins, parce qu'on veut garder du soleil. On ne veut pas les exposer au soleil. Donc, c'est des conditions qui sont totalement différentes. Donc, c'est le Merlot. Alors, si on voulait copier Pétrus ou on voulait un modèle qui était Pétrus pour Dominus, on aurait 80% ou plus de Merlot. Ce n'est pas le cas. On est Cabernet Sauvignon, parce que c'est ça qu'on peut faire bien dans notre terroir. Voilà, mais voilà, donc Pétrus comme référence, oui, mais comme modèle de méthode, non. Oui. Oui, question philosophique, puis peut-être en 3 points. Avez-vous objectivé la différence entre faire du tri optique et ne pas en faire? Aussi, puis ça c'est vraiment plus philosophique, est-ce que l'impact d'une technologie aussi poussée que le tri optique respecte le côté, disons, divin ou naturel ou pur du vin? Et finalement,
finalement, le lavage par rapport à, oui, ça enlève des poussières, mais ça enlève des poussières, mais en même temps, ça enlève peut-être des levures, des bactéries qui sont sur les pellicules. Alors, comment vous composez avec tout ça? OK, je vais essayer de répondre. Déjà, la question, c'est le tri optique. Première question, est-ce que ça peut aller contre l'idée de la pureté ou naturelle? Au contraire. Parce qu'en fait, quand vous voyez ce que nous éliminons, vous ne pouvez pas imaginer. En moyenne, nous avons 4% d'éliminés. Dans une année comme 2010, on a éliminé sur certains blocs 30%. Et quand vous voyez ce que c'est, et si tu étais winemaker et je te demandais, est-ce que tu souhaites faire du vin avec ça, tu dirais non, très, très clairement. Donc, en fait, si on le mettait 4% de ça dans les cuves, on aurait un aspect muddled. Alors, je ne sais pas le mot français pour muddled. C'est confus, ouais. Confus. Alors, on veut quelque chose de transparent. Donc, non, je pense que c'est le contraire. Le tri optique, dans certaines années, franchement, ce n'est pas nécessaire. Pendant les grandes années, on n'a rien besoin d'enlever. Mais sur des années difficiles, il y a pas mal d'années difficiles, c'est quand même, ça nous permet de faire plus de pureté. Parce qu'on n'a que des baies et plus complexes aussi. C'est ça que les gens posent la question plutôt comme ça. Mais est-ce que le tri optique, ça ne vous enlève pas la complexité? Mais non, ça améliore la complexité. Parce que ça enlève ce qui n'est pas complexe, pas mûr, ou pas complexe, trop mûr. Alors, l'autre question, c'est le lavage. Et ça, j'ai la question souvent. Le lavage, est-ce qu'on n'enlève pas les levures ou les bactéries naturelles du raisin? Alors, ça a été démontré il y a quelques années par un étudiant très, très intelligent, Vincent Renouf. Il a fait une étude sur ça. Et en fait, quand on lave les raisins, les levures et les bactéries sont dans la pruine, qui est le côté, la cire qui couvre les baies, et on ne les enlève pas. Ils restent dans la cire, dans la pruine, donc elles sont toujours présentes. Voilà. Je crois que c'est aussi beaucoup comment on utilise la technologie. Hein? Sûr. Il y a une bonne et une mauvaise façon de s'en servir. Hein? On peut s'en servir C'est pas pour corriger et pour être paresseux par ailleurs. Ah. C'est en fait pour complimenter et pour faire ce poil. Parce qu'on ne pense pas que ça a révolutionné. Enfin, on n'a pas changé de 10% de qualité. On a changé de 0,5% de qualité, mais qui est sensible. Ce qui est fascinant aussi dans l'approche de M. Mouek, c'est que dès le départ, hein, malgré son grand amour il est tombé amoureux de Napa et de la Californie très tôt, mais malgré cet amour pour Napa et la volonté d'y créer un vin parfait, je pense que ce qui le caractérise le plus, c'est de constamment s'être mis en question. C'est quelqu'un qui est le premier à se demander est-ce qu'on peut faire des grands vins dans le Nouveau Monde? Est-ce que c'est possible? De constamment douter, se remettre en question. Je pense que c'est ce que vous disiez quand vous disiez cette quête de la perfection. C'est pas tellement l'objectif, hein, mais le chemin qui y mène et cette perpétuelle quête de toujours se remettre en question et de toujours chercher à faire mieux. Et puis, ça dépend comment on utilise tous ces outils qui sont mis à notre disposition. Hein. Vous avez parlé dans votre recherche de la perfection, la pureté, la complexité, toujours en le ramenant à la matière première, à la baie, à l'équilibre du raisin qui est dû en lui-même à l'équilibre de la vigne, qui est dû à l'équilibre environnemental. Hein. C'est le but premier. Après ça, les outils technologiques viennent nous soutenir dans cette quête-là. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et de dire qu'on est arrivé serait la mort. Vous n'auriez jamais un autre beau vin de Dominus si on disait on a le meilleur terrain ou on a la meilleure méthode. C'est toujours se remettre en question. Dans ce même esprit-là, pour démontrer justement cette volonté-là de M. Mouek, c'est de l'esprit de Dominus. Je pense qu'il était même question, à certains moments, il parlait
d'augmenter les rendements. Hein. On a tellement entendu parler de techniques pour concentrer les vins dans les dernières années. Lui arrivait avec un discours presque contraire d'augmenter justement les rendements pour retarder, pour éviter justement ces excès de maturité. Hein? Donc toujours une recherche d'équilibre. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Ne pas aller trop loin dans les rendements, mais dans les deux sens, de ne pas faire trop peu et faire trop concentré. C'est d'avoir le juste milieu. Mais ça, voilà, c'est toujours comme ça. Ben voilà, c'est ce qui conclut. Une dernière question, très rapidement. On a le temps d'en prendre une? C'est bon. C'est bon. Je remarque que depuis plusieurs années déjà, les vins de Californie ont un degré d'alcool assez élevé, 14,8, 14,8. Je comprends que ça donne au vin un goût léant particulier, mais est-ce que vous ne craignez pas que ça diminue la finesse des vins californiens? Alors, la question est par rapport, aux excès de maturité, justement, les taux d'alcool qui montent. On demande si ça dérobe pas un peu le vin de sa finesse. La vigne est capable de faire des raisins qui montent à 15 ou 15,5 naturellement, pas au-delà de ça. Donc, si on avait des vins à 16, par exemple, même souvent les 15,5, c'est pas fait naturellement, c'est fait par dessèchement. D'accord? Donc, ça, on cherche pas du tout ça, parce qu'on enlève la fraîcheur. L'alcool, ça a la qualité, quelque part, d'être sucré. Mais trop de sucre, c'est trop de sucre. Et donc, ce n'est pas du tout dans notre recherche, au contraire. Alors, c'est fascinant, parce que des levures sélectionnées, des méthodes de peu de rendement, d'autres méthodes viticoles, ça a donné de plus en plus de maturité, de plus en plus de sucre. Et on essaie d'aller contre ça pour chercher comment est-ce qu'on peut faire moins de degrés. Mais ce n'est pas évident, je dois dire. Mais je crois que Dominus c'est définitivement un exemple de domaine qui s'inscrit dans cette recherche-là d'équilibre et de finesse parmi les domaines du Nouveau Monde et de Californie en particulier. Les vins qu'on a goûtés aujourd'hui en étaient un très bon exemple. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Monsieur Mostero, merci infiniment pour votre générosité. Merci.